Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden. Et aujourd'hui, on va continuer sur l'exploration de la vie quotidienne avec un article de blog de Sylvain de Zone Subversive. Et donc, on va... comment dirais-je, c'est la dernière étape avant que je fasse un simple basique sur Lefebvre. Voilà, pour présenter, comment dirais-je, le bonhomme. Mais avant de présenter le bonhomme, je pense aussi il y a un bouquin que j'aimerais bien parler. Enfin bref, on verra ça, tout ça. Je suis en train de teaser comme un vieux sac. Enfin bref. Donc on va parler de cet article de Sylvain de Zone Subversive, Littérature et libération de la vie quotidienne, publié le 28 août 2013. Mais il est toujours aussi bien, même des années après. Pratiquement 10 ans, bordel, il date. Hein. Enfin bref. Une tradition de la littérature française de réflexion ou de fiction se penche sur la vie quotidienne pour en explorer les limites et les potentialités. La critique radicale de la vie quotidienne semble aujourd'hui délaissée. Pourtant, en France, il existe une longue tradition littéraire et intellectuelle d'exploration du quotidien. Le roman, la biographie, le journal, le récit et l'essai s'appuient sur l'expérience concrète. Le théâtre, le cinéma, la photographie et le reportage incorporent la subjectivité personnelle. Michel Sheringham, université britannique, se penche sur la réflexion de plusieurs écrivains français qui développent une critique de la vie quotidienne initiée par les avant-gardes artistiques. Ces écrivains observent les mutations de la société des années 60-70. Maurice Blanchot écrit le texte « La parole quotidienne » en 1962. Il s'attache à l'homme de la rue, imprévisible avec ses réflexes, ses réserves d'anarchie. L'écrivain évoque même une secrète capacité destructrice de l'individu du quotidien. La radicalité et le potentiel de destruction de l'ordre établi caractérisent la vie quotidienne. Surtout, cette expérience du vécu manifeste le rapport que nous entretenons avec l'indétermination fondamentale des possibilités humaines, résume Michael Sheringham. Michael, enfin bref. La routine du quotidien qui s'oppose à l'imaginaire semble péjorative et renvoie au vide d'une existence qui mérite à peine d'être vécue. La quotidienneté est plus ou moins exclusivement associée à l'ennui, l'habitude, le commun, le banal, le trivial, le monotone, le routinier, l'inauthentique et l'ingrat, observe Michael Sheringham. Le jeu de Marx dénonce également l'aliénation de la vie quotidienne. La civilisation et le travail débouchent sur un appauvrissement de l'expérience humaine. La logique marchande débouche sur une artificialisation de la vie et le travail, avec son rythme routinier, fait du quotidien un synonyme d'ennui. L'industrie et la technique imposent une vie mécanique. Mais Agnès Heller, intellectuelle hongroise, estime que c'est aussi dans le quotidien que peut s'affirmer un être authentique. La pratique et l'expérience vécue peuvent également alimenter la théorie. La vie quotidienne ne doit pas être dévalorisée car elle permet aussi de permettre une véritable réalisation de soi. Ce qui ont très bien compris d'ailleurs le développement personnel. Enfin bref, c'est un autre sujet. Le roman réaliste, incarné par Balzac ou Dickens, décrit le quotidien avec précision. La vie de tous les jours est minutieusement examinée, située, classée et évaluée, décrit Sheringham. Mais cette démarche semble presque scientifique et extérieure au romancier et au lecteur. Walter Benjamin oppose le roman au conte. Le roman organise un univers qui semble extérieur à la réalité vécue. Le roman sépare sens et vie, tandis que le conte repose souvent sur une astuce pratique. L'essai articule la réflexion philosophique avec la description de l'expérience vécue. Pour Adorno, l'essai s'appuie sur l'expérimentation et la liberté. Pérec estime que l'essai valorise le plaisir de la pensée et la recherche du bonheur. C'est peut-être un peu plus riche que Paulo Coelho. Les surréalistes pour réenchanter la vie. Les surréalistes incarnent la critique de la vie quotidienne. Leur texte s'attache à une ouverture des possibilités d'existence pour permettre une libération du désir. Ouais. J'ai quelques réserves, mais pourquoi pas sur le fond. J'ai quelques réserves sur le numéro du désir, etc. Enfin bref, ça me concerne personnellement. Plutôt la vie, un poème de Brunton propose une vie réellement vécue. Comme Rimbaud, les surréalistes dénoncent l'artificialisation des relations humaines pour rechercher la vraie vie. Ces poètes rejettent tout cloisonnement des disciplinaires pour s'appuyer sur l'expérience du quotidien. La pratique surréaliste, qui au départ n'est ni littéraire ni politique, opère au sein du quotidien, celui de la rue, du café, du salon de coiffure. Elle se joue dans la parole, le désir et le hasard, observe Michael Sheringham. Je pense que ces passages vont faire signer pas mal de gens. Les nouvelles possibilités d'existence doivent s'inventer à partir du quotidien actuel. Les surréalistes tentent de se libérer des contraintes et des conditionnements. L'amour, la vie, la rue permettent l'expérimentation. Le surréalisme ne prétend pas transcender la réalité. Au contraire, il apparaît comme une volonté d'approfondissement du réel, de prise de conscience toujours plus nette, en même temps de plus de passionnés du monde sensible, décrit Breton. La flânerie dans la rue permet de se libérer des contraintes du temps et du travail pour expérimenter d'autres possibilités d'existence.
L'expérience sensorielle doit dévoiler le réel contre l'emprise de la logique et de la rationalité. Oui, la logique et la rationalité froide, mécanique, abstraite, hein, on est bien d'accord parce que faut pas non plus déconner. Pour les surréalistes, la photographie permet de révéler l'inconscient du désir contre l'étroitesse de la réalité. Breton décrit même l'écriture automatique comme une véritable photographie de la pensée. Ouais. Encore une fois, tous ces trucs-là ont été repris et déformés par le développement personnel et le New Age. Enfin bref. Marx Ernst incarne cette démarche artistique. Mais dans la revue La Révolution socialiste, les clichés aguestes se contentent de reproduire des décors urbains et quotidiens. Le spectateur doit alors développer une autre perception du quotidien. Pour Walter Benjamin, le spectateur ressent le besoin irrésistible de rechercher dans une telle image la plus petite étincelle de hasard, d'ici et maintenant. La photographie envisage le quotidien non pas comme une routine étriquée, mais comme un espace des possibles. Les surréalistes insistent sur l'importance de réenchanter la vie quotidienne. Breton valorise la flânerie urbaine qui permet de s'ouvrir aux rencontres. Les romans comme Nadja ou L'amour fou décrivent des rencontres amoureuses au cours d'une déambulation urbaine. L'errance, la disponibilité, l'attente, ainsi qu'un sens du mystère et de l'événement de ce qui arrive demeure au cœur de l'amour fou comme l'héritage légué par les surréalistes aux situationnistes et autres futurs explorateurs du quotidien. Analyse Michael Durkheim. La rencontre amoureuse bouleverse le quotidien pour révéler la magie de l'existence. C'est très... alors c'est très cucu formulé comme ça, mais je suis plutôt d'accord, c'est vrai. Enfin, Henri Lefebvre et les situationnistes. Enfin, on y vient après 2 miniatures. Henri Lefebvre, je ne sais jamais le prononcer, renouvelle la critique de la vie quotidienne. Il rejette la littérature classique qui déprécie ou enchante le quotidien. Il se réfère plutôt à Marx. Il analyse l'aliénation avec la coupure de l'individu par rapport au concret. L'être humain est dépossédé de son existence, comme à travers le travail. Henri Lefebvre, en bon sociologue, observe les mœurs de la société moderne, mais il ne réduit pas le quotidien à la grisaille, à une routine immuable condamnée à perdurer. La vie quotidienne fait aussi l'objet d'une transformation qualitative. Face à une approche purement quantitative, Lefebvre en appelle à une transformation de manière dont les hommes se considèrent eux-mêmes. President Sheringham. Lefebvre observe l'aliénation à travers les loisirs, qui semblent prolonger le travail. Le sociologue refuse le cloisonnement des multiples objets d'étude qui contribuent à morceler la réalité sociale. Les larmes, Billy, les larmes. Je sens que ça va aller dans les commentaires, il va y avoir du sel. Il refuse la séparation entre les différentes activités humaines pour renouer avec Marx et son aspiration à l'homme total. Le quotidien devient donc un espace de réflexion et de transformation. C'est dans la vie quotidienne que prend forme et se constitue l'ensemble des rapports qui fait l'humain et de chaque être humain, un tout, souligne Lefebvre. Le sociologue s'inspire des situationnistes qui considèrent que le désir s'oppose aux conditions de la société de consommation. Oui, à l'époque en tout cas. Enfin, on peut parler du désir artificiel, enfin, du désir dans le sens large, effectivement, enfin bref. Le désir se distingue du besoin et donc peut échapper au consumérisme. Le quotidien apparaît comme un espace d'appropriation entre contrainte et liberté. Le quotidien révèle l'aliénation, mais peut aussi devenir un espace de créativité et de résistance. La spontanéité et le jeu doivent permettre de vivre pleinement. Ça aussi, c'était colonisé bien après. Enfin bref. Les situationnistes et Guy Debord se rapprochent d'Henri Lefebvre. La critique de la vie quotidienne devient le principal axe d'intervention de ce mouvement politique. Le dialogue avec les jeunes révolutionnaires alimente la pensée de l'universitaire. La ville devient un sujet de réflexion commun. Lefebvre analyse l'espace urbain et son emprise sur le quotidien. Les situationnistes activent l'errance urbaine des surréalistes à travers la dérive. Sheringham observe que ce sont les activités qui appréhendent la ville comme un espace concret et non comme un objet abstrait qui ont fourni le véritable socle permettant le rapprochement entre Lefebvre et Debord. Je vais parler de Debord une autre fois, des situationnistes. Les situationnistes s'attachent à créer de nouvelles pratiques pour passionner la vie, mais l'international situationniste se cantonne ensuite de manière moins originale à la théorie révolutionnaire pour analyser les nouvelles formes d'aliénation et de contraintes sociales. Cette réflexion n'accorde que peu d'importance à l'idée selon laquelle la vie quotidienne renfermerait en elle-même des énergies positives, souligne Sheringham. Avant de fonder l'international situationniste, Debord et ses jeunes lettristes estiment que la poésie réside dans le pouvoir des êtres humains dans leur aventure pour permettre l'élaboration de conduites absolument neuves. Les jeunes situationnistes estiment que l'expérimentation créative et le jeu permettent d'inventer de nouvelles manières de vivre. Nous avons à trouver des techniques concrètes pour bouleverser les ambiances de la vie quotidienne, résume alors Guy Debord. Dans le rapport sur la construction des situations, devient un texte de transition entre une avant-garde ludique et un groupe de théoriciens révolutionnaires. La dérive s'appuie sur le jeu et le désir. Circuler dans la ville doit permettre de découvrir les ambiances nouvelles. Les situationnistes décrivent la réalité comme un emploi unitaire de tous les moyens de bouleversement de la vie quotidienne. La critique de la séparation doit supprimer les hiérarchies et les divisions pour sortir le spectateur de sa passivité.
Debord dénonce également la colonisation du quotidien par la logique marchande. Dans le travail comme dans les loisirs, il n'y a pas de liberté dans l'emploi du temps, dans la possession des instruments modernes, de la construction de la vie quotidienne, tranche Debord. La révolution sociale doit s'accompagner d'une expérimentation d'une nouvelle possibilité d'existence. Les situationnistes dénoncent l'aliénation et les conditionnements d'ensemble qui doivent être combattus par la libération des désirs. Je dis oui, mais restons un peu prudents sur la libération des désirs parce que ça peut être le prétexte à tous les craquages. En 61, Lefebvre invite Debord à intervenir dans son groupe de recherche sur la vie quotidienne rattaché au CNRS. Debord refuse la notion de groupe d'études car son objectif n'est pas d'étudier le quotidien mais de le changer. Les chercheurs abordent la vie quotidienne dans sa partialité avec différents sujets d'études plutôt que dans sa globalité. La vie quotidienne est mesure de tout, de l'accomplissement ou plutôt de non-accomplissement des relations humaines, de l'emploi, du temps vécu, des recherches de l'art, de la politique révolutionnaire, écrit l'international situationniste. La transformation de la vie quotidienne suppose donc de s'attaquer au capitalisme. L'international situationniste propose une politique révolutionnaire à travers de nouvelles pratiques quotidiennes. Ouais. L'expérimentation du quotidien dans la modernité. Roland Barthes, inspiré par Lefebvre, insiste sur l'importance du quotidien. Pour lui, la marque de l'utopie, c'est le quotidien, ou encore tout ce qui est quotidien et utopique. Horaires, programmes de nourriture, projets de vêtements, installations mobilières, préceptes de conversation et de communication. L'auteur de mythologie ne se contente pas d'observer l'aliénation consumériste, mais s'intéresse également aux possibilités du quotidien. Roland Barthes apparaît comme l'écrivain du détail, du banal, de l'insignifiant, de l'objet, du fétiche. Il évoque le vêtement qui permet de développer sa singularité pour investir sa propre vie. Réfléchir sur la mode consiste à s'interroger sur la manière dont nous pouvons passer d'une configuration de notre existence quotidienne à une autre, observe Sheringham. Pour Lefebvre, la mode renvoie à la routine et à l'existence standardisée. La mode, loin d'être immuable, cesse d'évoluer pour se démarquer des générations antérieures, estime au contraire Walter Benjamin. Débat révolutionnaire, débat de théoricien. Prenez des Doliprane. La mode peut renforcer le conformisme, mais peut aussi être une source de plaisir ludique et de libération selon Barthes. L'écrivain s'oppose à une approche fonctionnelle du quotidien qui insiste sur les contraintes et les déterminismes. Barthes évoque la ville et insiste sur les discours urbains. Il observe une dimension érotique de la ville qui échappe à l'emprise fonctionnelle de la planification des quartiers. Barthes s'intéresse à l'art de vivre. Comme les surréalistes, il estime que l'écriture ne se limite pas à l'écrit mais doit embrasser toute l'existence. Pour lui, il y a des écritures de vie et nous pouvons faire de certains moments de notre vie de véritables textes. Barthes évoque le vivre ensemble et critique le mode de vie communautaire qui réprime les désirs individuels. Le couple ou la famille bourgeoise, comme la communauté monastique, sont considérés par lui comme une tentative de régulation et de contrôle, précise Sheringham. Michael de Certeau, dans L'invention du quotidien, développe une nouvelle approche. Il observe le consommateur qui, loin d'être passif et manipulé, manifeste une distance avec les objets consommés. Certes, Certeau insiste sur les pratiques qui échappent au déterminisme social pour créer des nouveaux espaces de liberté. Il évoque les mécanismes de ruse qui permettent des interventions subjectives dans l'appareil de contrôle disciplinaire. La marche, la parole ou la lecture permettent de sortir de la passivité pour déboucher sur une créativité quotidienne. Certes, insiste donc sur les micro-résistances du quotidien. Mais cette approche du quotidien peut dériver vers le postmodernisme. Maffesoli, sociologue minable qui incarne ce courant, fait l'apologie de la banalité du quotidien contre la continuité historique. Surtout, les petits plaisirs du quotidien permettent d'accepter l'ordre social. Le quotidien devient un refuge, un échappatoire pour mieux favoriser la résignation et la soumission. La vision du quotidien chez Maffesoli est conservatrice, statique et historique, comme en atteste son intérêt pour le mythe, l'archétype, le rituel et le sacré, observe Sheringham. Maffesoli refuse toute forme de changement social. Au contraire, Certeau estime que toutes les résidences du quotidien peuvent déboucher vers de nouveaux horizons, tandis que chez Certeau, le jeu sert à contester et à contourner l'ordre établi, il sert, chez Maffesoli, à le rendre vivable, résume Sheringham. L'écrivain Joël Pérec s'inspire des réflexions de Barthes et d'Henri Lefebvre pour explorer le quotidien. Dans le roman Les Choses, il s'appuie sur les magazines féminins pour décrire la société de consommation des années 60. Les modes préfabriqués dictent les conduites des individus et façonnent leur manière de vivre. Le livre Je me souviens renvoie à l'individuel et au collectif, au passé et au présent. Ce texte regroupe les souvenirs intimes et des descriptions impersonnelles pour décrire les expériences vécues à la fois privées et partagées. Pérec observe également, parfois pendant plusieurs jours, un même lieu. Il note l'activité des passants, la circulation et tous les détails qui semblent insignifiants. Sa description révèle l'immersion des individus dans le quotidien. Dans la mode d'emploi, Pérec s'attache toujours à décrire la banalité du quotidien. Il évoque également le conflit entre individus et institutions, dont le rôle est toujours néfaste. La
La rationalité bureaucratique impose l'indifférence et la standardisation. Je pensais pas que l'article était sinon. Face à la création actuelle, avec le postmodernisme, le quotidien renvoie aux micro-résistances et aux révolutions minuscules. Au contraire, pour Henri Lefebvre, l'appropriation de la vie quotidienne passe par la transformation de la société. Mais avec le postmodernisme, l'invention du quotidien doit permettre d'accepter la mascarade marchande. L'évocation de la vie quotidienne ne devient plus un enjeu de lutte ou de réflexion critique. La reconnaissance du quotidien constitue alors un aspect fondamental d'une transformation culturelle plus vaste qui fit passer au primat des systèmes de structure à celui des pratiques de manière d'être, analyse Sheringham. L'universitaire se penche alors sur l'évocation du quotidien dans la littérature actuelle. Les écrivains et chercheurs insistent sur la banalité et le rituel. Le quotidien permet d'intérioriser les normes sociales. L'anthropologue Marc André étudie le métro comme un fait social pour observer le quotidien, mais occulte la subjectivité individuelle pour préjuger l'étude des règles sociales plus générales. L'idée centrale serait que les contraintes, limitations et la régulation de la vie sociale n'annulent pas la liberté de l'individualité, mais constituent un cadre où celle-ci évolue, résume Sheringham. Auger observe comment les usagers ordinaires peuvent résister à l'uniformité. Annie Ernaux évoque le quotidien et la vie privée à travers les classes sociales et la culture populaire. Cet écrivain recherche également des signes littéraires dans le quotidien. En dehors de la littérature, d'autres pratiques artistiques évoquent le quotidien. Le cinéma de Jean-Luc Godard s'attache à évoquer le cadre urbain. Oh mon dieu, Jean-Luc Godard, mon dieu. On n'a pas mieux. Le théâtre de Michel Vinaver explore la vie dans l'entreprise. Sophie Calle utilise des objets du quotidien pour ses créations plastiques. La question du bonheur, de la bonne culture, de la bonne conduite de la vie a toujours été au cœur des écrits sur le quotidien, dans la mesure où le discours sur le quotidien nous enjoint d'ordinaire à prêter attention à une dimension négligée de l'existence, observe Sheringham. La vie quotidienne peut se construire à travers une œuvre d'art et comprendre une dimension esthétique et sensualiste. Bon, après, c'est pas forcément un art où je suis très réceptif après. Mais bon. Cette étude universitaire de Sheringham peut permettre de renouveler la pensée critique. Les gauchistes semblent désormais délaisser la critique de la vie quotidienne. Englués dans les routines militantes, leur réflexion politique demeure idéologique. Au contraire, il semble important de relier la politique et la vie pour ne plus se contenter d'annoncer de vagues discours sur les dérives du capitalisme. La révolte politique peut également s'appuyer sur le désir de se réapproprier la vie quotidienne. Ensuite, la critique radicale de la vie quotidienne se révèle également limitée. Il semble important de dénoncer la colonisation de la logique marchande sur tous les aspects de la vie. Les individus doivent se conformer à une mode de vie insipide et standardisée, rythmée par l'ennui. Mais au-delà de ce constat, il semble important d'ouvrir également d'autres possibilités d'existence. Ces espaces d'expérimentation ludique doivent permettre de briser la routine du quotidien. En revanche, la dérive alternativiste doit être également critiquée. Il ne faut pas se contenter d'un petit nid douillet gentiment aménagé par le capital. Surtout, les marges et les alternatives sombrent rapidement dans la même routine et ne semblent pas permettre de vivre pleinement. L'expérimentation de nouvelles possibilités d'existence doit donc affirmer une conflictualité avec le monde marchand. Les normes et les contraintes sociales doivent être directement attaquées, comme l'affirment déjà les situationnistes et les surréalistes. Il faut transformer le monde pour changer la vie. Seule une révolution sociale peut permettre de créer une nouvelle société qui repose sur le jeu et le plaisir pour rendre la vie passionnante. Voilà, c'était l'article. Donc voilà, n'hésitez pas à lire directement l'article qui était quand même assez long. Je pensais qu'il était, de mémoire, il était plus court. Enfin bref, c'était une lecture d'article et c'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous!